Caroline Fourest sait-elle mentir? Le 27 mai dernier, sur LCI, la journaliste, ou plutôt celle qui aime se présenter comme intellectuelle, s'est lancée dans un exercice de style. Un exercice pour le moins périlleux, démontrer que ce qu'Israël inflige à Gaza depuis plus de 600 jours ne relève pas du génocide. Son argument central, l'usage du mot serait, selon elle, trop banal, voire contre-productif. Employer ce terme, ce serait, je cite, anesthésier l'émotion, et pire encore, nuire à la cause palestinienne. Une cause à laquelle, manifestement, elle prétend encore accorder quelque intérêt. Et donc même si je partage l'émotion légitime contre cette deuxième guerre de Gaza, qui est beaucoup trop longue, beaucoup trop meurtrière et insupportable, je pense quand même que même pour soutenir la cause palestinienne et pour dénoncer la longueur de cette guerre et sa violence, il faut employer des mots justes. Pour appuyer ses propos, elle prend un exemple bien particulier, Donald Trump, qui, quelques jours auparavant, accusait le président sud-africain Ramaphosa de génocide contre les Afrikaners, descendants des colons européens. Une accusation grotesque, certes, mais c'est ce parallèle qui sert à Fourest d'outil rhétorique. À cette scène dans le bureau ovale, qui n'est pas aussi choquante que celle qu'on a vécue avec Zelensky, mais quasiment, où M. Donald Trump a fait une leçon au président sud-africain, Cyril Ramaphosa, où il a essayé de lui démontrer, malgré les faits, malgré le réel, qu'il existait un génocide blanc en Afrique du Sud. Elle oppose donc, d'un côté, les outrances verbales de Trump, qu'elle qualifie de maître de la post-vérité, et de l'autre, un crime documenté, dénoncé, reconnu par les juridictions internationales. Et elle nous dit, attention, ce mot génocide est en train de perdre de sa force. À ce niveau-là, on a deux hypothèses. Soit Caroline Fourest n'a pas lu les rapports, soit elle feint l'ignorance. Et dans les deux cas, on a un sérieux problème. Parce que la mécanique Fourest, on la connaît. Elle repose sur trois leviers. Le travestissement des faits, la manipulation du langage et une hostilité latente envers tout ce qui touche au monde arabo-musulman. Et pourtant, on pourrait croire à une évolution, une mise à jour, une sorte de Fourest 2.0. Sauf qu'en réalité, ce n'est qu'un changement de stratégie, rien de plus. Car souvenez-vous, en octobre 2023, elle justifiait déjà les frappes israéliennes, y compris sur des enfants, au nom d'une prétendue riposte militaire. Là où beaucoup voyaient déjà les signes d'un projet génocidaire. Aujourd'hui, elle parle d'une deuxième guerre, toujours entre guillemets, comme si la première, elle, était parfaitement légitime, comme si la violence actuelle n'était qu'une réaction ponctuelle et non l'aboutissement d'une logique, d'un processus colonial vieux de plusieurs décennies. Ce qu'elle fait, en réalité, c'est un repositionnement médiatique, une prise de distance, feinte, au moment où les images, les bilans, les rapports deviennent trop accablants. Elle ajuste sa posture, mais jamais pour assumer une faute, toujours pour décrédibiliser le combat anticolonialiste. Et pour ce faire, elle a une méthode efficace. Psychologiser la colère, on l'a déjà vu plusieurs fois. Elle parle d'émotion, elle l'accorde même. Oui, dit-elle, les pro-palestiniens ont le droit d'être émus. Et si l'horreur est leur vérité, cette vérité est forcément exagérée. Il faut la recadrer comme on corrige un enfant dont le cauchemar dérange le réel des plus grands. Dans sa bouche, le mot émotion est une condescendance. Parler d'émotion, c'est refuser de nommer la colère, l'indignation et la révolte. C'est dévaloriser les affects pour mieux délégitimer la parole. C'est une façon de dire, vous ressentez, donc vous n'analysez pas. L'argument de Fourest fleure bon le vieil orientalisme. Les peuples luttant pour leur survie et la dignité creuseraient leur propre tombe en se laissant aller à des affects instrumentalisables par des loups comme Donald Trump. Alors elle invente des concepts, des formules creuses, mais brillantes à l'oreille. Populisme sémantique. Deux mots qui n'ont rien à voir, mais qui, associés, produisent un effet de légitimité. Révolte, qui est quasi unanime, que vous partagez, Caroline, autorise-t-elle tous les raccourcis? Autorise-t-elle ce que vous nommez le populisme sémantique? De quoi s'agit-il? Du mot génocide. Elle ne définit pas ce qu'elle veut dire, elle ne démontre rien, elle suggère, elle jette le doute. À travers ce doute, elle construit un récit dans lequel les anticolonialistes deviennent les idiots utiles de Donald Trump. Ou revendiquer un mot, génocide, devient une faute stratégique. Ce n'est plus Israël le problème, ce sont ceux qui le nomment. Un excellent article de The Conversation, publié le 29 mai, rappelle que le fantasme du génocide blanc est un mythe profondément enraciné dans les imaginaires conspirationnistes occidentaux depuis plus d'un siècle. Ce même mythe aurait d'ailleurs inspiré Hitler et, dans cette logique, l'Afrique du Sud ne serait qu'un prétexte. Trump viserait en réalité à attiser la peur de l'invasion, notamment par les immigrés mexicains. Mais ce qu'il y a de plus troublant, c'est que Fourest reprend cette logique à son compte. Elle détourne la fake news de Trump pour en réalité créer une autre fake news. Elle affirme que la Cour internationale de justice, par exemple, a rejeté la plainte de l'Afrique du Sud contre Israël. Or, c'est complètement faux. En janvier 2024, la CIJ a jugé irrecevable l'accusation de génocide. Elle a même reconnu son caractère plausible, et depuis,
15 pays ont rejoint cette initiative. Autre mensonge, elle prétend que le ratio entre combattants civils tués à Gaza serait comparable à celui des autres guerres. Là encore, c'est inexact. Les estimations les plus sérieuses évoquent 61 à 80% de victimes civiles à Gaza, et c'est très largement au-dessus du taux de mortalité moyen des civils des conflits du XXe siècle. Et cette proportion augmente dès lors que les victimes ne sont pas blanches et que ce sont des populations du Sud. C'est un fait. Enfin, cerise sur le gâteau, elle cite Amnesty International pour appuyer sa prudence sur le mot génocide. Je vous renvoie à la définition, il y en a plusieurs, mais d'Amnesty International, qui est une des ONG qui est plutôt en pointe pour dénoncer ce qui se passe à Gaza. Je reprends juste la définition d'Amnesty. Intention spécifique de détruire tout ou partie d'un groupe national, racial, ethnique ou religieux. Sauf qu'Amnesty International, dans un rapport publié le 5 décembre 2024, reconnaît précisément le caractère génocidaire des actes commis à Gaza. Alors, Caroline Fourest sait-elle mentir? Hélas, oui. C'est une menteuse de talent. Elle ment avec méthode, avec aisance. Elle utilise le langage feutré pour dire des choses terribles. Elle prétend défendre la rigueur alors qu'elle sème la confusion. Elle dit vouloir protéger la vérité tout en travaillant à disqualifier les voix qui la crient trop fort. Elle est l'incarnation parfaite du progressisme libéral au service de la réaction et du pouvoir. Si la méthode Fourest est facile à démonter, comme on vient de le faire, il faut sans doute résister à la tentation de banaliser le mal dont Caroline Fourest est l'une des figures les plus perverses. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à nous soutenir mensuellement en faisant un don sur notre Tipeee. La situation du monde n'a jamais été aussi claire. La crise morale de l'Occident est en phase terminale. Alors que la destruction de la planète et du vivant est à son paroxysme, les empires capitalistes, Trump à leur tête, poursuivent sans vergogne leur projet écocide. Alors que nous assistons avec effroi au génocide des Palestiniens, nos dirigeants continuent d'apporter leur soutien à Netanyahou et à l'industrie de l'armement. Alors que les mouvements sociaux se battent contre la casse de l'État social et démocratique, les classes dirigeantes européennes et états-uniennes encouragent le fascisme. Pendant ce temps, toute forme de résistance est criminalisée. C'est le triomphe de la post-vérité. Les fascistes sont des justiciers, les racistes des antiracistes, les antisémites des amis des juifs, et les génocidaires, des militants de la paix. Jusqu'ici, le camp du bien brouillait les lignes. La social-démocratie vendait du rêve et feignait de combattre le capitalisme. Aujourd'hui, les lignes sont nettes. Il faut choisir son camp, PDH a choisi le sien. Depuis 8 ans, PDH est un média décolonial indépendant, ancré dans les luttes antiracistes et anti-impérialistes. Un média fondé par le pire, en fidélité au combat de nos anciens et tourné vers les batailles à venir. Pas m'intimider comme vous le faites avec d'autres. Justine Quatreau a l'habitude de parler, de donner des ordres. Il s'imagine que je suis encore un indigène et que le temps des colonies n'est pas terminé. Parce que le temps des colonies, il est terminé, M. Quatreau. Il faut entendre la douleur de madame. Elle est porteuse. Ça n'est pas une douleur. Bon, d'accord, d'accord. Mais je vous propose une analyse. J'ai pas de problème, ce que j'aime pas, c'est le paternalisme. Ah, je suis paternaliste aussi, d'accord. Notre projet est clair. Refuser l'exploitation, refuser le racisme, refuser l'impérialisme, refuser la guerre. Mais aussi porter une stratégie politique, celle de l'unité populaire contre la barbarie. Nous venons de loin. Nous avons contribué à ringardiser SOS Racisme, à imposer une lecture politique du racisme, à faire émerger une pensée décoloniale, à soutenir de nouveaux acteurs politiques, indépendants et influents. Nos livres circulent, nos idées progressent au national comme à l'international. Depuis 2005, année du tournant décolonial, c'est-à-dire tout juste 20 ans, nos victoires sont réelles. Mais elles ne suffisent pas, car l'extrême droite est déjà là, sous la forme de la Macronie ou sous sa forme brute, le RN. Face à elle, une gauche de rupture existe, pro-palestinienne, antiraciste, antilibérale. Elle fait peur et c'est bon signe. Si elle s'organise, si elle s'appuie sur un mouvement social puissant, alors tous ensemble, nous pouvons gagner. Dans la rue, au municipal, au présidentiel. Mais si elle reflue, alors tous ensemble, nous perdrons. Dans cette bataille, les médias indépendants seront une clé et les médias décoloniaux une urgence. PDH est de cela. Un média de combat, un média de réarmement moral et politique, un média de joie, de dignité et de stratégie. En ce 8 mai 2025, jour de fête en mémoire de la capitulation nazie, jour de deuil en mémoire des massacres de Sétif et Guelma, date symbole du mouvement décolonial, PDH lance sa campagne. Soutenez PDH en faisant un don, en vous abonnant mensuellement, vous nous offrez la possibilité de faire front commun et de défendre notre voix. Notre camp, c'est maintenant qu'on le construit.